Bonjour Jean Hatzfeld. Bonjour. Là où tout se tait, chez Gallimard, c'est un livre absolument incroyable. À nouveau, vous qui vivez au Chambon-sur-Lignon, ce village des Justes, parmi les Justes, qui a résisté, sauvé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, vous continuez de vous passionner pour le génocide au Rwanda, pour la vérité sur ce génocide. Et là, dans ce livre, c'est ceux qui se taisent, ceux peut-être qu'on n'a pas voulu voir, ceux qui sont morts, peut-être d'avoir été des justes et qui ont sauvé d'autres personnes d'un massacre. C'est cela, c'est effectivement cela. Ce sont des personnes qui devraient être aujourd'hui les plus honorées et les plus connues, parce que ce sont quand même des personnes incroyables qui ont sauvé des gens, tenté de sauver des gens, ou se sont opposés, s'ils n'ont pas sauvé des gens, qui se sont opposés, qui pour certains sont morts, ils ont été tués pour cela dans les premiers jours des tueries, pour d'autres ont réussi au prix d'histoires extraordinaires, et qui sont aujourd'hui entourés de silence, eux-mêmes silencieux, entourés de méfiance, entourés de gêne. Ils créent de l'embarras. Ce sont des gens qui gênent tout le monde dans le pays à peu près, et dans les deux communautés. C'est pourquoi ? Parce qu'en fait, d'un côté, on peut les considérer comme des traîtres, même si ça paraît incroyable, ou quelque part, ils inspirent la crainte. Alors, il y a plusieurs motivations à les suspecter. Il y a dans la communauté Hutu, ils représentent la trahison. Donc, ils ont trahi à un moment donné l'idéal Hutu, qui était celui d'exterminer les Tutsis et s'en débarrasser. Donc, ils sont des traîtres. Ou pour les autres qui sont un peu plus modérés, qui n'avaient pas tellement envie de tuer, ils renvoient l'image de ce qu'ils n'ont pas été eux. Oui. Parce que si vous voulez, le leitmotiv de tous les tueurs, c'est quand même grosso modo le même que celui d'Eichmann à Tel Aviv, c'est on a été obligé, on a obéi, c'était la loi. On n'était que des maillons d'une machine infernale. Ils montrent qu'on pouvait résister et eux, ils montrent à ce génocide, cette horreur qui en quelques semaines a tué. Alors c'est ça, ils ont montré qu'on pouvait faire un pas de côté, qu'on pouvait, d'une manière difficile, beaucoup plus difficile qu'au Chambon-sur-Lignon où ils ont eu du temps, eux, ils avaient très peu de temps, ils avaient très peu de temps pour réfléchir, très peu de temps pour se décider, très peu de temps pour s'organiser, ils l'ont fait. Et dans la communauté Tutsi, où règne beaucoup de mauvaise foi, sur ce plan-là, de mon humble avis, on les suspecte. On porte un soupçon, un irréductible soupçon, parce qu'on accepte difficilement l'idée qu'il puisse y avoir effectivement eu des Hutus remarquables et des Hutus méritants. Et ils sont là, ils sont dans votre livre, vous leur donnez la parole, vous racontez leur histoire. Et ce sont des histoires incroyables, on ne peut pas toutes les raconter, ce sont des belles histoires qui au fond sont pleines d'amour. Ah oui. Beaucoup. C'est un livre, contrairement au précédent, où il y a beaucoup de bonté, il y a beaucoup d'amour. Ce sont des histoires d'amour, ce sont des histoires d'amitié aussi, ce sont des histoires de voisinage, etc. Et puis qui illustrent quand même quelque chose qui est dans la nature humaine, qui est la spontanéité. Parce que contrairement à toute le militantisme de la résistance qui est organisée, qui est politisée avec des idéologies. Là, ce sont des gens qui ont des bons réflexes à un moment donné. Ils s'opposent, ils sauvent, ils construisent, ils refusent, ils emmènent quelqu'un dans la forêt. Donc, ce sont des gestes de bonté, de vaillance et de courage spontanés pour lequel je suis très, très touché, moi. Et vous nous touchez, vous citez Apollinaire, nous voulons explorer la bonté, cette contrée où tout se tait. Et c'est de là que vient le titre de votre livre. On se tait. Pourquoi on se tait lorsqu'on a sauvé des vies, lorsqu'on n'a pas accepté à un moment donné, il y a une paysanne qui s'appelle Espérance et qui dit cette histoire des 3 Tutsis, donc 3 Tutsis qu'elle a sauvés, je l'ai tassée en mon fort intérieur parce qu'elle m'apeurait. Donc elle avait peur de son histoire, mais elle avait peur 20 ans après. Elle a toujours peur des voisins, des regards noirs, des insultes, et puis elle a aussi peur un petit peu des Tutsis, etc. Donc elle a sauvé 3 personnes, elle a préféré le taire pendant 20 ans. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est encore plus touchant, je veux dire. Oui. Alors il faut savoir quand même que dans l'histoire, on l'a vu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le juste, c'est-à-dire celui qui sauve, a toujours du mal à trouver sa place.
Hein, il a fallu attendre les années 60, 70 pour que les Justes soient reconnus après 45. C'est-à-dire on a tout de suite reconnu les résistants, des héros, bon, ça tout de suite, 45, des médailles, etc. Mais les Justes, c'est toujours plus difficile pour eux, justement parce qu'ils ne sont pas très politiques, ils ne le font pas au nom d'un idéal, ils ne le font pas au nom d'un parti politique, ils ne le font pas au nom d'une espérance de je ne sais pas quoi. Ils le font parce qu'ils sont humains et qu'à un moment donné, ils veulent sauver. C'est ce Joseph dans le livre qui à 70 ans va planquer ses voisins dans les buissons, va les nourrir tous les jours. Mais il le fait parce qu'il les aime bien et puis parce qu'il ne voit pas comment il pourrait faire autrement. Il dit à un moment donné, Sylvie qui raconte l'histoire, dit il a voulu sauver du vivant. C'est même pas des gens qu'il a voulu sauver, il a voulu sauver de la vie. Quoi. Pour lui, c'est fou, c'est l'analogie. Vous parliez il y a quelques instants du Chambon-sur-Lignon, de la Seconde Guerre mondiale. Les Justes ont dit, après la Seconde Guerre mondiale, la même chose. On dit, mais j'ai sauvé parce que je ne pouvais pas faire autrement, voilà. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Beaucoup ont dit ça, voilà. De la même manière que cela. Oui, parce que pour eux, c'est des gestes spontanés. Si vous voulez, à un moment donné, quand vous êtes face à une violence extrêmement brève, brutale, comme ça, c'est votre nature qui décide. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, d'aller discuter avec les voisins, de voir qu'est-ce qu'il faut faire, de faire des réunions politiques, etc. Il faut oui ou non. Alors vous êtes comme ça, vous voyez 3 enfants juifs comme ça, vous les mettez dans votre loge de concierge, et puis vous les planquez sur le matelas. C'est un geste que vous avez, vous ne l'avez pas réfléchi. Et donc c'est ça qui induit l'idée qu'ils ne font rien d'extraordinaire, parce que pour eux, ils n'ont fait qu'obéir à quelque chose qui allait de soi, sauver son épouse, sauver ses enfants, etc. En même temps, ce qui est encore plus extraordinaire, ce qui rend encore plus extraordinaire ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'étaient pas nombreux du tout. Ils ne pouvaient pas être nombreux. Oui. Ils ne pouvaient pas être nombreux à cause de la violence extrême de ces tueries. C'est-à-dire, il faut quand même se rendre compte que, si vous voulez, on a exterminé 6 millions de Juifs en 5 ans. Mais ces 5 ans, on a le temps de s'organiser, de faire des réseaux, etc. Eux, à Nyamata, par exemple, là où je travaille, on a exterminé 50 000 des 58 000 personnes en 7 semaines. 7 semaines, c'est rien du tout. Et tout ça à la machette, c'était d'une violence extrême. Donc on n'a pas le temps de se retourner, d'aller voir des voisins avec qui on pourrait discuter en disant, dis donc, on ne peut pas accepter ça, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut... On n'a pas le temps de ça. Et donc, il y a des gens qui le font immédiatement. Mahan Dago, il dit, le 3e jour, il va voir les tueurs, il dit, vous ne pouvez pas, arrêtez-vous, il reçoit un coup de machette. D'autres ont essayé ont réussi, ont caché, par exemple, Silas a emmené 21 personnes à travers la forêt, avec sa fiancée, bien sûr, dans le tas. Eustache a planqué d'une manière dantesque assez, parce que c'était au milieu de Nyamata, c'était au centre-ville, son épouse et toutes ses belles-sœurs et tous ses enfants et neveux et nièces, etc. Donc ils l'ont fait, mais on n'avait pas beaucoup de temps si vous voulez, oui, c'est ça, du réseau et de l'organisation, et même de la paroisse, etc. C'est-à-dire, il fallait agir tout de suite, très brièvement. C'est poignant, parce que ce sont des histoires absolument incroyables et poignantes que vous racontez dans ce livre. Je pense qu'il y a une scène avec une fosse commune, c'est qu'à un moment donné, il faut creuser, d'ailleurs assez profond, hein, et de là, on extrait des ossements qui sont autant d'histoires que l'on peut reconstituer, que l'on peut raconter. Voilà. Moi, si vous voulez, dans la mauvaise foi, entre guillemets, des Tutsis, qui ont du mal quand même à accepter l'idée des Hutus méritants, je voulais trouver une réponse à cela. C'est quand même pas parce qu'ils les aiment pas, c'est aussi parce qu'ils sont marqués par quelque chose. Et quelque chose, c'est quand même la brutalité de la mort, enfin la violence, ça. Et donc, en racontant ce trou qui venait, parce qu'il était raconté par Edith et Eustache, etc. Il venait par Marie-Louise aussi, il revenait un petit peu comme un leitmotiv. Je voulais aussi expliquer un petit peu cette impossibilité pour les Tutsis maintenant de se pencher sur les Hutus, d'avoir un regard neutre et bienveillant sur des personnes remarquables. Ces personnes sont trop marquées. Lorsque on les appelle comment? Alors vous parliez de justes, comment on peut les appeler? Les gardiens du pacte de sang. Voilà. Ou alors il y a un nom, c'est d'ailleurs dans les mots, de la langue très, très belle que vous employez aussi dans ce livre, qu'on retrouve d'ailleurs dans vos livres précédents. Je ne sais pas si je vais arriver à le dire, mais Abarenzi, Wigiango. Oui. Ça veut dire quoi? Ça, c'est les gardiens du pacte de sang, c'est-à-dire les gens qui ont voulu garder la vie humaine. Voilà. Ce ne sont pas des justes vraiment au sens de Yad Vashem. Parce que si vous voulez, les justes de Yad Vashem, ce sont des gens qui sont sauveurs pendant la guerre, et après, on s'en fiche de ce qu'ils font. C'est le passage de la guerre qui importe.
pour l'État rwandais, qui distingue beaucoup de justes, quelques-uns, mais pas ceux de mon livre précisément. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait après. C'est un petit peu, si vous voulez, participer à la réconciliation nationale, aux commémorations, aux déclarations, aux témoignages, etc. Donc c'est un petit peu plus ambigu. Par exemple, moi, il y a 10 histoires et 10 justes, si vous voulez, dans mon livre. Il n'y en a qu'une qui est reconnue comme juste officiellement. Les autres ne le sont pas parce qu'elles ne participent pas justement à cet effort de réconciliation après. Oui, donc ça veut dire, et ce livre est là pour en témoigner, qu'il faut aujourd'hui donner, pour certains d'ailleurs, une sépulture digne de ce qu'ils ont fait, et de dire, au fond, ceux qui se sont tus, leur rendre une forme de parole. C'est exactement cela, si vous voulez. Par exemple, on parlait de Mahanga Dago. Mahanga Dago, il n'y a même pas une tombe pour lui. C'est-à-dire, non seulement il n'est pas sur le nom, son nom n'est pas sur le mémorial, ni nulle part, mais il n'y a même pas de tombe, c'est-à-dire son cadavre a été laissé aux chiens qui l'ont mangé, les os ont disparu, il n'y a rien, il n'y a même pas au cimetière. Et chaque année, le 7 avril, quand il y a commémoration dans chaque petit village, donc à Kibungo, là où il habite, son nom n'est jamais cité, il n'existe plus. C'est quelqu'un qui a été un héros, qui s'est opposé aux tueries, qui savait qu'il allait mourir pour ça, qui est mort pour ça, et qui n'existe plus. Oui. Et pourquoi, au fond, et c'est ce que vous dites, Jean Hatzfeld, pourquoi, au fond, il faut revenir sur cette histoire, même si elle est douloureuse, même si elle est tragique, revenir sur ce passé qu'on ne voudrait plus voir, peut-être, pour reconstruire l'avenir, mais qu'au fond, on ne pourra pas vraiment construire l'avenir tant qu'on n'aura pas fait toute la lumière sur cette histoire. Moi, si vous voulez, ce que je cherche, c'est raconter une histoire qui est celle du génocide, son atmosphère, des personnages, et de proposer pour chaque livre une entrée différente dans l'histoire. Donc on peut rentrer avec les rescapés, on peut rentrer avec les tueurs, on peut rentrer avec Englebert. Cette fois, on rentre avec des personnes remarquables et des justes. Une fois, on a pu rentrer avec des enfants. Donc je propose des entrées qui ramènent toujours à la même histoire de ces tueries entre le 11 avril et le 14 mai, à Nyamata. Toujours à Nyamata, toujours avec ses marais, toujours avec ses brousses et cette forêt, voilà. Ce qui est fou, c'est qu'au fond, on se dit, malgré tout ça, il peut y avoir une lumière, une petite lumière. Et ces personnages-là l'incarnent, cette lumière de l'espoir. Tout à fait, c'est l'espoir et c'est des îlots de bonté. C'est pour ça que j'aime bien le titre. Nous allons explorer le monde contre énorme, la bonté contre énorme où tout se tait. J'aime beaucoup ce titre parce que c'est la bonté, la contrée énorme où tout se tait. Enfin, j'aime beaucoup cette idée qu'il y a de la bonté. Oui. Il y a de la bienveillance, il y a de la gentillesse. Il y a la première partie du livre qui s'appelle La gentillesse invincible. Il y a une gentillesse invincible chez l'homme quand même, malgré tout ce qu'on peut dire. Merci Jean Hatzfeld. Là où tout se tait, chez Gallimard, livre absolument remarquable. Merci beaucoup Jean Hatzfeld pour ce témoignage et ce livre. Merci. Merci, c'est moi.